au sujet de notre équipe à Kaboul. Vous savez qu'il y a eu un attentat extrêmement grave il y a quelques jours. Cet attentat a touché un restaurant qui s'appelle la Taverne du Liban. C'est un élément de gravité très important. Il reste très peu de restaurants à Kaboul qui sont accessibles aux expatriés. Il en reste 3. Et probablement beaucoup d'entre vous qui ont été à Kaboul, et notamment la dernière mission de gynéco, étaient dans ce restaurant. Et donc, c'est un attentat qui était ciblé sur les expatriés. Il y a eu 14 morts, dont 8 expatriés. C'est un élément particulièrement inquiétant dans cette période très difficile que traverse l'Afghanistan, puisque nous rentrons en période électorale. Et également, vous savez que les troupes se retirent à partir de juillet. Un autre sujet qui probablement nous rapproche du sujet de ce soir, c'est la Syrie. Vous savez que sous la conduite de Gonzague, nous avons des missions pour traiter les enfants syriens. Et nous les opérons soit côté jordanien, mais également côté Liban. Et Alain Deloche et Gonzague rentrent de Beyrouth ce matin. Et peut-être, Alain, si tu veux dire un petit mot, Gonzague, je ne le vois pas. Ah si, Gonzague, juste un petit mot. Merci. Oui, bonsoir à tous. Nous sommes rentrés, non pas ce matin, mais hier après-midi avec Alain de Beyrouth. Alors pourquoi Beyrouth? Parce que le problème syrien nous préoccupe depuis pas mal de temps, depuis 18 mois maintenant. On a surtout travaillé côté jordanien, faisant des missions d'exploration en Turquie aussi, mais ça a moins bien marché. Côté jordanien, des missions d'exploration pour savoir ce qu'on pouvait faire, puis des missions d'opération chirurgicale, surtout orthopédiques avec Philippe Valenti. Et puis on a décidé il y a quelque temps de passer également à des missions de chirurgie cardiaque, pour non pas soigner les blessés de guerre, mais ceux qui sont, à cause de la guerre, déplacés et qui ne peuvent pas se soigner chez eux, normalement, des pathologies congénitales. Alors on a fait il y a 15 jours une mission à Amman avec Daniel Roux pour trouver un hôpital et on va, Inch'Allah, procéder assez vite à des opérations. En parallèle à ça, et c'était l'objet de notre mission depuis 3 jours au Liban, nos amis de Heartbeat. Heartbeat, c'est une ONG qui s'appelle la chaîne de l'espoir Liban, qui est donc une sister company, nous a demandé de venir les aider parce qu'il faut savoir qu'au Liban actuellement, il y a 4,5 millions de Libanais plus 1,5 million. 1,5 million de réfugiés syriens. Ce qui veut donc dire que c'est 25% de la population actuellement au Liban qui est réfugiée dans des conditions, je ne rentrerai pas dans les détails. Alors ce ne sont pas des camps de toile, comme ça peut être le cas à Al-Zatari au nord Jordanie, mais ce sont des gens qui sont dispersés, réfugiés dans certains dans des caves, d'autres dans des endroits un peu difficiles. Et l'idée, c'est là aussi de soigner sur le plan cardiologique donc ces gens-là avec nos amis de Heartbeat. On a donc Alain a signé une convention il y a 3 jours et nous allons intervenir pour les aider non seulement financièrement, mais également pour aller opérer là-bas. Voilà, donc affaire à suivre, on aura certainement l'occasion de vous en reparler. Merci Gonzague. C'est un très grand honneur pour nous tous, pour la chaîne, de vous recevoir ce soir, Dounia Bouzar, pour un sujet qui est malheureusement terriblement d'actualité. Il s'agit de ces jeunes Français musulmans ou convertis à l'islam qui sont partis combattre contre le régime de Bachar el-Assad aux côtés des rebelles. Vous êtes anthropologue, nommé au Conseil français du culte musulman de 2003 à 2005 et actuellement membre de l'Observatoire de la laïcité. Et avec vos équipes, vous travaillez dans les quartiers pour repérer ces jeunes avant qu'il ne soit trop tard. Vous venez de publier « Désamorcer l'islam radical », ces dérives sectaires qui défigurent l'islam aux éditions de l'Atelier.
vous analysez l'endoctrinement des jeunes Français candidats au djihad en Syrie. Alors, bien sûr, vous avez tous vu la déclaration de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui a donné un chiffre absolument incroyable. Depuis plusieurs mois, entre 400 et 700 Français seraient partis en Syrie. Certains sont morts. Bien sûr, on vous demandera quelle analyse vous faites de ce phénomène très inquiétant, de savoir qui les a endoctrinés éventuellement, quel est le rôle d'Internet, des réseaux sociaux, y a-t-il des manipulateurs? Et surtout, on se pose la question, y a-t-il un phénomène d'accompagnement quand ils rentrent et que deviennent-ils lorsqu'ils rentrent, s'ils rentrent? Je pense qu'il y aura beaucoup de questions et merci encore d'être parmi nous ce soir. Merci à vous, bonsoir à tous. Alors, je vais juste spécifier de quelle place je parle, parce que c'est important, et spécifier aussi de quoi je vais vous parler. Je suis anthropologue du fait religieux, c'est-à-dire que j'étudie les relations aux religions et la façon dont les gens les vivent depuis une quinzaine d'années. Donc, je ne travaille plus dans les quartiers, j'y ai travaillé parce que je suis une ancienne éducatrice, c'est-à-dire que je suis une vieille éducatrice de terrain et une jeune universitaire, puisque je fais partie des mamans qui ont repris les études après avoir élevé leurs enfants. Donc, l'anthropologue du fait religieux que je suis a monté un cabinet d'études qui maintenant conseille les élus, les institutions, les structures éducatives, mais aussi les entreprises, les hôpitaux, tous ceux qui ont besoin de savoir quel cadre mettre à la question du rapport aux religieux. J'ai fait ce livre qui est mon cœur de métier, je le précise parce que vous connaissez bien les pays étrangers que moi je ne connais pas. Mon cœur de métier, c'est vraiment les jeunes qui sont nés en France, qui ont été socialisés à l'école de la République, qui ont grandi avec des enfants athées, agnostiques, indifférents, juifs, chrétiens. Et pendant 15 ans, j'ai étudié, à chaque étape de livre que j'ai construit, j'ai étudié leurs relations. Qu'est-ce que c'est être musulman dans la société française, sécularisée, laïque, avec, quand on est depuis l'école maternelle, avec des enfants qui ont une autre vision du monde, quel type d'islam ça construit? Est-ce que ça construit des nouvelles compréhensions? Donc j'ai accompagné les mouvements des années 90. Effectivement, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, m'avait nommé l'intellectuelle du Conseil français du culte musulman. J'étais pas seulement la seule femme, j'étais censée être celle qui faisait penser, c'est-à-dire les autres étaient des gens élus par les mosquées, étaient des gens, des pratiquants élus. Moi, j'étais censée être non seulement la seule femme, mais l'intellectuelle. Et c'est vrai que j'en suis sortie au bout de 2 ans parce que je n'avais pas l'impression qu'il y avait d'espace pour penser l'islam de France, justement. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. J'ai beaucoup accompagné les mouvements de femmes dans les années 90-2000 qui, comme les juives et les chrétiennes, se réappropriaient les textes musulmans en parlant, parce qu'elles les lisaient en français, parce qu'elles avaient appris à dire « je », qu'elles n'étaient plus dans une culture de clan, et que justement le fait d'avoir grandi ici leur permettait d'avoir un nouveau regard sur la religion, puisque c'était plus le clan qui définit ce que Dieu dit, et que elles, en tant que personnes qui pensent, elles pouvaient faire des remises en question sur des interprétations, elles pouvaient sortir des textes plutôt que d'autres, elles pouvaient... Et donc j'ai beaucoup accompagné ces jeunes qui disaient à leur mère mais au fond, être enfermé dans ta cuisine, c'est la tradition de ton village, c'est pas forcément sacré. Moi, je veux être ingénieur au sein de la société, choisir librement mon mari. Bon. Donc j'ai beaucoup été dans ces mouvements-là, j'ai beaucoup cru dans la rencontre entre la culture française et cette génération de musulmans nés en France, bien avant que ce discours de l'islam radical prenne autant d'impact.
Je les ai aussi beaucoup accompagnés, même sur la question de la sexualité. J'ai tout un chapitre dans le livre où elles avaient retrouvé des paroles qui étaient très engagées sur le respect du plaisir féminin, du corps féminin, etc. Enfin, il y avait vraiment un début, comme à la suite des juives et des chrétiennes, hein, de réappropriation féministe qui à l'époque me donnait plein d'espoir. Bien. Alors, ce livre, je pense que c'est le dernier d'ailleurs, il vient d'un cri, d'un coup de poing, parce qu'effectivement, le discours de l'islam radical s'étend, fait autorité en France sur de plus en plus de jeunes, des jeunes qui ne sont pas forcément de familles arabo-musulmanes, puisque en plus, depuis la publication du livre, qui a à peine 3 semaines, j'ai énormément de familles qui m'ont appelé pour me dire que leur enfant subissait cette emprise mentale et qu'il développait tous les symptômes que je décris dans le livre. Et vous avez des familles qui sont en plein centre de Paris, ce n'est pas forcément des familles défavorisées au niveau social. Vous avez des familles, jusque-là, je pensais que le discours atteignait plus facilement des familles qui n'étaient pas dans le religieux, c'est-à-dire des familles où il n'y avait pas eu de transmission, où il y avait eu des trous de mémoire au niveau culturel, mais aussi sans bagage théologique. Or là, j'ai des familles qui m'appellent, qui sont des familles pratiquantes juives, des familles pratiquantes chrétiennes. Donc ce profil, on peut même plus, ça devient très très compliqué d'établir un profil type. Néanmoins, je vais partager avec vous ce que j'ai décortiqué dans le livre, c'est-à-dire que je me suis posé 2 questions. La première question, c'était vraiment d'analyser, de décortiquer ce que ce discours leur dit et essayer de comprendre pourquoi ils y adhèrent, parce que je suis partie d'un vieux précepte d'éducatrice en me disant mais un discours fait autorité quand il fait sens. Vous n'arriverez pas à lever un adolescent le matin en lui disant « lève-toi, il n'y a rien à faire ». En tant que parent, on le sait bien. Il faut donner du sens à la vie de quelqu'un pour finalement faire autorité sur lui dans le sens fort du terme. Donc c'est vrai que je me suis dit mais quel sens les garçons et les filles peuvent trouver dans ce discours. Je vais donc partager mon état de réflexion avec vous de façon très humble. C'est-à-dire je pense que là, on est dans un premier débroussaillage. Je pense que ça ne correspond pas forcément à ce que vous voyez à l'étranger. Je pense qu'en plus, le corps médical est plus outillé pour faire la différence entre une religion et une dérive sectaire ou une religion radicale. C'est-à-dire autant le reste de la société est très empêtré dans des tas d'amalgames qui profitent aux radicaux. Autant quand j'ai fait mon dernier livre, qui était une enquête de l'attitude des gens face à l'islam radical en France, finalement, ce sont dans les hôpitaux que j'ai trouvé une non-difficulté à savoir se comporter. Alors, ce n'est pas forcément plaisant pour les équipes médicales quand elles se retrouvent avec quelqu'un qui met la religion en avant pour empêcher de faire soigner sa femme ou pour se dérober, mais au moins il n'y avait pas une hésitation à se dire « Ah ben, ce sont des musulmans, c'est comme ça chez eux ». C'est-à-dire les médecins, naturellement, savaient diagnostiquer le côté pathologique de la radicalité et ne se posaient pas des questions inutiles, intervenaient immédiatement. Voilà, donc je vais essayer de vous dire où j'en suis. Alors d'abord, je vais essayer de définir avec vous ce que j'ai appelé islam radical. Moi, j'ai fait très simple. Je suis partie des définitions. Religion, ça vient de religare, religere, c'est-à-dire accueillir et relier. Et secte vient de couper et suivre. Donc, je suis partie du principe que dès lors que le discours religieux avait comme effet de mettre la personne en situation de rupture, c'est-à-dire rupture sociale, rupture familiale, rupture scolaire, rupture professionnelle, dès que le discours religieux avait pour fonction de mettre la personne en auto-exclusion ou en exclusion des autres, déjà cet effet de rupture, je regardais l'effet du discours et j'estimais que c'était un discours radical. Ce qui m'évite de partir dans les polémiques de est-ce plutôt des frères musulmans, est-ce plutôt des salafistes, est-ce plutôt ce que les médias appellent des modérés,
ça m'évite de partir là-dedans. Et la chose est simple, il y a rupture, il y a exclusion, il y a radicalité. Voilà. Donc ça a été la première chose. Sur le terrain, les parents le disent très bien, c'est-à-dire que le jeune va développer des aptitudes de rupture par tous les moyens. Ça va être d'ailleurs la difficulté d'accompagnement, c'est-à-dire que le jeune va vouloir arracher toutes les images de la maison en prétendant que l'islam empêche de voir une image, il va arracher le rideau, il va casser un tableau, déchirer un tableau, casser un bibelot, voyez. Et donc, ça va être un des comportements de rupture. Une des autres symptômes, ça va être le refus de manger avec la famille, y compris quand c'est une famille pratiquante, hein, j'insiste, y compris quand la famille mange déjà de la viande halal ou bien de la viande cachère, puisque les sites radicaux passent leur temps à expliquer qu'il y a un complot depuis la viande folle. Quand on s'inscrit dans ces sites, on reçoit régulièrement ce genre de notes réactualisées qui expliquent que depuis la viande folle, les industries mettent du porc partout, dans la mayonnaise, dans les pains au chocolat, dans les carambars, dans la pie qui chante. Et alors, vous recevez une liste pratiquement réactualisée toutes les semaines avec la liste des E200 et quelques qu'il ne faut pas consommer au risque de tomber dans l'impureté. Donc forcément, la rupture dans le manger ensemble, la rupture dans les relations, les ruptures avec l'école se voient de façon assez évidente pour les parents. Évidemment, le discours de l'islam radical incite les gens à exhiber du religieux pour se protéger du monde impur. C'est-à-dire le discours, le basculement, en tout cas là où j'en suis, c'est la rencontre entre un malaise du jeune en France, c'est-à-dire je suis mal dans mon corps, je suis mal dans mes résultats scolaires, je suis mal dans mes relations, la rencontre d'un petit malaise, mais même qui est passager, puisque au début ça touchait vraiment des jeunes fragilisés, hein, dont j'ai fait la typologie dans le livre, qui étaient des jeunes sans père ni repère, qui se sentaient de nulle part. Il y a une grosse question de rapport au territoire, qui avaient souvent des pères déchus, c'est-à-dire que globalement pendant les 10 premières années où j'ai travaillé sur ce discours, le discours ne touchait que des jeunes que j'appelais sans père ni repère. C'est-à-dire que globalement, les pères étaient soit toxicomanes, soit alcooliques, soit incarcérés, soit violents, donc ne pouvant pas faire son rôle de père rassurant qui pose des limites. Hein. Donc on avait vraiment des figures de pères déchus, et c'était un des traits communs avec l'absence de lien à un territoire qu'on retrouvait sur ceux qui étaient touchés par ce discours. Aujourd'hui, c'est plus aussi valable. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui a tout à fait évolué. Donc le discours de l'islam radical se sert du malaise, donc même passager, du coup, et transforme ce sentiment de malaise en signe de toute puissance. C'est-à-dire qu'il dit aux jeunes, tu te sens mal à l'aise, mais en fait, c'est un signe. C'est un signe que Dieu t'a élu pour appartenir à un groupe supérieur qui détient la vérité, qui est un groupe purifié et qui a comme mission de sauver le monde. C'est-à-dire, ce qui est frappant, c'est que les familles qui m'appellent depuis le livre et puis le fait que les médias aient parlé de la Syrie, etc., c'est que ceux qui sont encore en contact avec leurs adolescents en Syrie, ou les femmes qui ont perdu leur mari, il y en a une, vous savez, hein, il lui a pris son enfant de 21 mois, et quand elle l'a au téléphone, il lui dit « mais je nous ai sauvé la vie, je suis partie », alors c'est un délire qui mélange en plus l'histoire des 3 religions, « je suis partie en terre promise, je suis en terre promise en Syrie, j'ai fait ça pour sauver notre famille du diable, rejoins-nous ». C'est-à-dire qu'il a pris l'enfant pour qu'elle vienne en Terre Sainte se protéger du mal de l'Occident. On est dans un discours qui leur dit « vous appartenez à un groupe purifié, la société païenne est vue comme païenne et gouvernée par le mal, et donc vous avez ce monde de vous protéger de l'impureté de l'extérieur, et c'est donc un projet de purification, hein, soyons clairs. C'est-à-dire que c'est la grande différence pour moi entre ce discours-là et le discours des frères musulmans, c'est que les frères musulmans sont dans un projet politique à partir des réalités,
c'est-à-dire mélange politique et religion à partir d'un monde réel. Le discours de l'islam radical, a priori, de ce que j'en comprends pour le moment, est dans une proposition d'une idéologie totalitaire pour fuir le monde réel, ce qui n'est pas tout à fait la même démarche. Et ça se diagnostique pas de la même façon et ça ne se combat pas de la même façon. Donc, finalement, on attend, on définit, on demande aux jeunes d'exhiber du religieux pour finalement délimiter les contours du groupe purifié. C'est-à-dire que la visibilité soi-disant musulmane qui apparaît chez ces personnes endoctrinées, elle a deux fonctions. Elle a comme fonction de construire une frontière infranchissable entre eux et le reste du monde. Elle a comme fonction de se reconnaître entre soi. Elle a pour fonction de se démarquer des autres, y compris des autres musulmans qui ne sont pas exactement le même. Et elle a pour fonction éventuellement d'injecter de la pureté à l'extérieur de la société, des fois qu'on puisse sauver le monde du déclin en exhibant du religieux. Donc cette visibilité, elle a une fonction de, en même temps donc d'accentuer les ressemblances à l'intérieur du groupe et en même temps d'accentuer les différences avec l'extérieur du groupe. On a ce discours de l'islam radical utilise clairement les techniques des dérives sectaires, hein, c'est-à-dire que l'identité de l'individu est clairement remplacée par l'identité du groupe. Ça va assez vite. C'est-à-dire que très vite, la rupture familiale n'est pas la seule chose recherchée. On cherche aussi à lui faire oublier les souvenirs qui ont fondé son histoire familiale. Pendant très longtemps, je me suis demandé si c'était voulu ou si c'était une conséquence indirecte. Et puis, l'année dernière, notamment dans la région parisienne, il y a eu des cambriolages des maisons des jeunes qui étaient en voie d'endoctrinement. Et la seule chose qu'ils ont volé, c'était les albums photos de famille. Donc là, j'ai vraiment eu ma preuve que c'était donc pensé, c'est qu'on détruit l'histoire du jeune et ce qui a fondé son histoire et ses attaches affectives de façon volontaire comme une autre dérive sectaire. On leur enlève aussi tout ce qui est au-delà de la raison. Mais ça, vous le savez, il n'y a qu'à regarder les vidéos YouTube. On voit bien que les gens sont dans une espèce d'hypnose et de mimétisme et que on n'est pas... j'ai l'habitude d'ailleurs de dire qu'ils se fichent de ce que Dieu dit et ce qu'ils veulent, c'est prendre la place de Dieu. C'est-à-dire que quand on travaille en prévention avec à la fois des psys, des imams et des éducateurs, quand vous envoyez l'imam essayer de discuter avec un petit groupe de jeunes en voie de radicalité, le petit groupe dit à l'imam « Toi, ta gueule, tu ne sais pas ce que dit Dieu, moi je sais ». Alors que ça se trouve, ça fait un mois qu'il est sortant de prison et que ça fait un mois qu'il se dit musulman. Mais il y a l'une des difficultés de déradicaliser des jeunes, contrairement à ce que font certains pays d'ailleurs, comme l'Angleterre, comme l'Arabie Saoudite, qui ont mis, vous savez, des procédés de déradicalisation en passant par le religieux et qui voudraient remplacer le mauvais islam violent par un bon islam humanitaire en donnant la vraie parole. Personnellement, alors c'est tout à fait intéressant de vouloir faire ce travail, mais personnellement, je n'en suis absolument pas convaincue parce que on est là dans des techniques d'emprise mentale et de mon point de vue, il faut plutôt revenir au sujet. Enfin, on en parlera peut-être au travers de vos questions, mais il faut refaire émerger l'individu qui est englobé dans la fusion du groupe, qui a le sentiment de ressentir les mêmes sentiments, les mêmes sensations que ceux qui sont dans le groupe. Ce discours virtuel fait autorité quand même en France. On a 98% de l'endoctrinement qui passe par Internet. Donc il utilise les procédés des dérives sectaires mélangés à la modernité d'Internet avec des images chocs.
Et tout ça en résonance avec l'islam politique et le contexte international. Donc on est sur des entrecroisements qui sont quand même très, très, très emmêlés. Du coup, évidemment, on a réduit la religion à un code pour donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette codification de l'islam permet de délimiter en quelque sorte les contours du groupe purifié. Ça a cette fonction-là. Et du coup, la croyance doit se montrer, doit se prouver. La religion devient évidemment un ensemble d'actes matériels qui doivent se voir. Et donc, ça fait partie des signes de radicalité du coup, de distinguer cette visibilité qui a cette fonction-là des autres. Celle-ci est censée construire une barrière. L'illustration la plus facile, c'est évidemment le vêtement. Le vêtement est, par définition, l'accessoire d'identification, de démarcation. Et il est là pour marquer la différence, voire se couper. L'exemple typique qu'on a, évidemment, c'est la question du niqab, puisque le niqab, par excellence, construit une frontière qui me permet de me séparer. C'est une frontière infranchissable entre moi et le reste du monde, contrairement au foulard, qui peut avoir des fonctions très différentes et qui fait partie du débat musulman. Là-dessus, on a, je trouve, en France, une posture politique qui n'a pas été très simple, parce que ces groupuscules radicaux ont voulu présenter le niqab comme une simple application au pied de la lettre. Comme vous devez le savoir, autant on débat du foulard depuis XIV siècle, autant le niqab était une tradition pré-islamique des tribus pachtunes, que l'Arabie saoudite, les wahhabites de l'Arabie saoudite ont sacralisé il y a 60 ans. L'islam a XIV siècle et les wahhabites ont sacralisé le niqab il y a 60 ans. Or, à l'Assemblée nationale, j'avais été la première auditionnée quand on a voulu faire la loi qui oblige à identifier son visage. Et moi, j'avais dit, il faut faire une loi, parce que il me semblait qu'on ne devait pas banaliser le fait de mettre un drap noir sur sa tête et qu'il fallait marquer le dysfonctionnement. Mais par contre, j'avais dit, attention, est-ce qu'on ne peut pas repérer le niqab comme un signe de dérive sectaire plutôt que comme une pratique religieuse? Sinon, on va valider ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ils veulent nous faire passer le niqab comme une simple application au pied de la lettre de l'islam. Et si on ne redéfinit pas le terme en dérive sectaire, on va finalement valider ce niqab. Et la loi, on l'a bien faite, c'est-à-dire que c'est une loi transversale qui effectivement dit aux citoyens il faut se voir pour avancer dans la rue, donc votre visage doit être identifié, identifiable, et on ne parle pas d'islam et on ne parle pas de laïcité. Donc dans la loi, nous n'avons pas validé le niqab comme une application de l'islam, mais dans les débats, oui. C'est-à-dire que tout l'ensemble des débats ont fait l'amalgame de faire le procès de l'islam pour faire le procès du niqab. Et si aujourd'hui on fait un petit micro-trottoir, bien 95% des Français pensent que le niqab, c'est appliquer le Coran de façon littérale. Bon. Donc c'est un exemple pour montrer que le discours de l'islam radical, même quand il perd juridiquement, il arrive à redéfinir ce qu'est la religion dans un pays républicain et démocratique comme la France. Il est en train de bouger les limites. Il a aussi redéfini la notion de viande halal. Mais avant, je finis avec la question du vêtement. Il en est de même pour la barbe. C'est-à-dire que la petite barbe rasée, dont vous devez connaître l'histoire, qui est au début de l'islam, où finalement le prophète se retrouve harcelé par des Arabes polythéistes qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et donc, il demande à ceux qui croient en sa parole de laisser pousser une petite barbe pour se reconnaître, tout simplement. Et donc, c'était quelque chose de contextualisé. Le fait qu'aujourd'hui, des jeunes se mettent à faire pousser une barbe jusqu'au nombril et remontent les chaussettes, en France, c'est le signe des purificateurs. Moi, je les appelle des purificateurs. C'est leur signe. C'est-à-dire que
Alors, vous savez aussi l'anecdote des chaussettes. Hein. L'anecdote des chaussettes, c'est au début de l'islam. Vous savez que l'islam vient pour... disons que l'une des choses importantes dans l'islam, c'est la justice sociale. Et donc, au départ, quand le prophète, dans les premières années, il voit des gens qui se sont convertis, qui ont gardé des pierres précieuses cousues en bas de leur manteau. Donc, des gens qui exhibent leur richesse. Et donc le prophète fait une réflexion en disant, mais enfin, au moins si vous ne faites pas circuler l'argent, ayez la décence de cacher ces pierres précieuses au lieu de pavaner aux yeux de ceux qui crèvent de faim. Dieu n'aime pas les prétentieux qui font la gloriole. C'est donc rappeler de ne pas exhiber ces richesses, tout comme d'ailleurs il demande de ne pas exhiber les rituels aussi, je le précise au cas où à force de voir de l'exhibition musulmane, vous pensiez que c'est dans la religion d'exhiber, c'est la même chose que dans les autres religions. Il y a des tas de versets qui, pareil, dit que, par exemple, faire l'aumône, eh bien, Dieu sera sensible si on fait l'aumône aux pauvres, si on la fait seule avec la personne qui est dans le besoin et qu'on ne fait pas exprès de le faire devant un public. Les prières qui ne sont pas obligatoires, c'est pareil. Elles vont rapporter quelque chose aux croyants si jamais il ne va pas pavaner avec et qu'il ne va pas le faire devant un public. Donc la question de la discrétion et de ne pas faire la gloriole est un des principes de l'islam. Donc la barbe qui est très longue, sur laquelle personne ne réagit, moi je fais partie des gens qui disent être choqué par une longue barbe, c'est pas avoir des préjugés. C'est avoir un signe de bonne santé mentale. C'est comme être choqué par un niqab, c'est-à-dire quand les gens sont gênés d'être choqués devant un niqab en disant on a des préjugés. Je dis mais ne pas être choqué, c'est être islamophobe. C'est-à-dire être choqué, c'est ne pas penser que l'islam est une religion par essence archaïque. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le contraire. C'est-à-dire que il faut appliquer les critères communs à nos semblables humains et pas tomber dans le piège de mettre de l'altérité là où il y a de la radicalité. Alors les chaussettes remontées, non, absolument, sont complètement coupées du sens que ça avait au début. C'est vraiment un code qui permet de se reconnaître entre soi. Ensuite de ça, évidemment, qui dit pureté du groupe, donc dit effacement des contours identitaires. Hein. Ça, c'est très très bien réglé. C'est vraiment toute différence qui doit être anéantie. C'est aussi pour ça qu'il y a rupture avec la famille. C'est aussi pour ça qu'on efface tout. Qui dit exaltation du groupe, donc dit ne plus utiliser la raison. On remplace la raison par le mimétisme. Il y a une mise en veilleuse des facultés intellectuelles. On va jusqu'à leur dire moins tu crois, moins tu sais, mieux tu crois. Alors ça, c'est quelque chose qui est propre à tous les mouvements radicaux. C'est-à-dire que les mouvements radicaux profitent de la sécularisation, d'abord pour avoir une autonomie nouvelle, paradoxalement. C'est-à-dire que c'est vrai que plus personne ne surveille finalement l'émergence de ces mouvements. Et puis... ils arrivent du coup à profiter de la sécularisation pour prendre un élément dans l'histoire des religions, le couper de son contexte et de l'histoire culturelle et de la civilisation pour en faire une norme absolue. C'est ce que font aussi, pour ceux qui connaissent un peu les États-Unis, les pentecôtistes, certains pentecôtistes qui sont aussi dans une relation assez exaltée, qui peuvent mettre le feu à une clinique en disant qu'ils sauvent le monde parce que cette clinique, ils pratiquent des avortements. Vous avez aussi la même chose, c'est-à-dire le sentiment qu'il y a un complot contre le bien, qu'il faut arriver à purifier le monde et qui reprennent des textes déconnectés du contexte pour arriver à justifier. On a à peu près la même chose. En islam, c'est d'autant plus grave que pour accéder à la lecture de l'islam, le Coran étant une révélation sur 23 ans, à chaque fois, c'est une réponse à une situation donnée. C'est-à-dire que le Coran est une rencontre à chaque moment entre une population de l'époque, un contexte donné et la compréhension de la parole divine. Hein. En gros, vous êtes obligé de repartir dans chaque contexte pour comprendre ce que, au départ, le sens du message divin pour les musulmans et d'en tirer le sens pour aujourd'hui.
Donc ça, c'est le premier principe de base de tout musulman lambda. Si vous coupez les musulmans de cette instruction, vous avez, ils peuvent faire parler le Coran comme ils veulent. Le deuxième principe fondamental de l'islam, c'est qu'il y a les versets qu'on appelle principiels et les versets qu'on appelle circonstanciels. C'est-à-dire que là, c'est pareil, pendant des centaines d'années, on a des savants qui ont estimé que ça, c'était les principes de l'islam, et que ces versets-là, les fameux versets de Médine, ce sont ceux qui correspondent à des réponses au moment des disputes et au moment de la guerre, mais qui ne sont pas des principes, qui sont juste de l'histoire de cette époque-là, et qui n'ont pas de valeur. Évidemment, ce sont ceux que prennent les intégristes. Mais du coup, le fait de couper les jeunes de la culture et de donner un prêt-à-croire, un prêt-à-croire, ça a des conséquences très graves et ça explique que les plus âgés n'arrivent pas à réguler les plus jeunes. Pour peut-être finir avec les éléments, si je devais résumer, on se rend compte quand même qu'on propose à ces jeunes un espace de substitution virtuelle, une communauté de substitution virtuelle, avec un moyen de communication virtuel aussi, Internet. Et que si je devais quand même dire qu'il y a un trait commun entre ces jeunes, je dirais quand même que ce sont des jeunes donc, qui se sentent de nulle part. Quand je dis des jeunes qui se sentent de nulle part, ça veut vraiment dire qu'ils ne se sentent ni marseillais, ni d'origine bambara, ni d'origine kabyle, ni d'origine marocain, le pays de ses parents, ni parisien, ni du 9-3, ni de la Goutte d'Or. C'est-à-dire que on avait fait une étude à la Goutte d'Or, parce qu'il y avait 63 nationalités, il y avait de la prostitution, du banditisme, du trafic d'héroïne, mais l'islam radical ne s'était pas implanté parce qu'ils se sentaient de la Goutte d'Or. Et ils avaient tagué les RER, ça c'était leur espace, et c'est comme si le lien au territoire protéger un peu du discours de l'islam radical, parce que c'est vrai qu'on leur propose un espace de substitution, on leur propose une fuite du monde réel, et forcément la fuite du monde réel, la régénération, ils vous disent on est régénéré. Moi je raconte dans le livre la seule fois où j'ai pu discuter avec une niqabée dans une petite émission télé, je faisais confiance aux journalistes et j'avais accepté de discuter avec une niqabée. Je suis arrivée avec mes versets, mes arguments, comme quoi il faut être utile au sein de la société. Donc comment elle pouvait être utile alors qu'elle était invisible et pas identifiable, et que pour moi, donc, je pensais essayer de débattre de ça. Comment avoir une place dans la société? L'islam te demande d'aider l'entourage où tu vis, et toi, tu n'existes pas. Donc comment tu règles cette... Bon, j'étais arrivée avec ce raisonnement-là, puis j'avais tous mes versets que je m'étais notés, etc. Et... en français, parce que moi je ne suis pas arabophone, et elle me parlait comme si elle sortait d'un stage de bien-être avec des pierres au chocolat. C'est-à-dire, elle me parlait en termes de régénération et en termes d'expression personnelle, de bonheur, de liberté, de plaisir. C'était surréaliste. Et très vite, elle s'est mise à prier pour moi en me disant j'espère que tu vas te libérer, que Dieu va t'élire à ton tour, parce qu'on sent que tu es une bonne personne. On sent que tu es une bonne personne. C'est dommage que tu restes dans ce monde ici-bas. Et alors, à mesure que j'essayais de discuter, je la sentais prier. Puis alors, elle me tenait la main avec affection. En sortant, elle m'a embrassée. Et j'étais complètement déstabilisée. Et bon, c'est là que j'ai commencé à vouloir travailler là-dessus, parce que c'était vraiment du surréaliste. Elle était régénérée, elle régénérait le monde, elle était... Et donc, alors, il y a quelque chose d'intéressant à partager avec vous. Quand la police a fait une étude des profils, parce qu'il y a énormément, effectivement, de filles qui n'étaient pas de référence arabo-musulmane, qui sont passées sous le niqab, et il y avait énormément de personnes d'origine de milieu rural, issues du milieu rural. Et du coup, mon hypothèse du jeune qui se sent de nulle part, la question du lien au territoire, l'attirer avec un espace de substitution, je me suis dit, ça mériterait d'être poussé, parce que c'est certainement pas un hasard si des filles du milieu rural
si ce discours a fait autorité sur des filles qui ont une famille recomposée du milieu rural. L'autre chose sur les filles, le petit point commun que je peux peut-être délicatement avancer, c'est que j'ai l'impression quand même que ça touche aussi principalement des jeunes filles qui sont issues de familles très cocon, c'est-à-dire des familles très claniques, quelle que soit l'origine culturelle, des familles qui fonctionnent très bien, c'est-à-dire chacun a son rôle, chacun a sa place, on est très proches, on est très organisés, des familles très, très structurées, voilà, très structurées. Et comme par hasard, je repère quand même dans les trajectoires de vie un élément violent qui est venu faire éclater la structuration de la famille. Un décès soudain, un chômage soudain, un divorce hyper violent auquel on ne s'attendait pas. Enfin, quelque chose de... Il faut qu'il y ait une rupture violente. Et en général, c'est après la rupture, enfin, si je devais donner un trait commun chez les filles, ce serait celui-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une rupture qui est venue faire éclater l'organisation structurelle de la famille et boum, on voit la fille basculer. Ça va très vite, hein. C'est-à-dire j'ai des familles qui m'appellent, elles m'appellent trop tard. C'est-à-dire, elle m'appelle quand la fille est sous le niqab, mariée à un djihadiste et partie pour l'étranger en général. Mais en général, enfin, j'ai des histoires où ça bascule en 2 mois. J'ai des histoires qui basculent en 2 mois. Quelquefois, le lien est gardé avec la famille. C'est-à-dire que les jeunes téléphonent quand même au départ. Et moi, tout le travail que je fais, c'est d'essayer d'inciter le parent à rester en lien. Parce que je me dis, s'il y a la rupture totale avec le parent, c'est terminé. Hein. Mais ça fait partie vraiment des questions difficiles. L'après, le désendoctrinement, on est là dans la sortie de dérives sectaires, c'est-à-dire qu'on va vouloir reconstituer l'identité brisée de la personne, reconstituer, lui redonner sa capacité de penser, et en même temps, on va devoir travailler le rappel, le retour à la réalité, le rappel du principe de réalité. C'est-à-dire que là, les journalistes me demandent que pensez-vous de la justice qui finalement, le procureur général pour les 2 adolescents, alors vous avez vu ces 2 adolescents, ils étaient pas encore en rupture. Il y avait un, il était délégué de classe. C'est peut-être pas pour rien qu'il a crié au secours, arrivé en Turquie. Enfin, il est parti en Syrie, il est revenu en Turquie. Il n'était pas en complète rupture. Le père et la mère ont été formidables. Ils ont tout de suite hurlé dans tous les médias, ramenez-nous notre fils, etc. Donc, c'est peut-être arrivé. Donc là, principe de réalité, peut-être aussi, ça a joué. Donc, les gamins ont voulu faire demi-tour. Là, maintenant, les juges disent très clairement, est-ce qu'on les considère comme des victimes ou est-ce qu'on les considère comme des coupables? Et je pense qu'on va devoir travailler avec les psys, parce que je pense qu'il faut... Enfin, personnellement, j'avance depuis quelques jours en me disant, ce sont des victimes d'endoctrinement et d'emprise mentale, mais ils ont été endoctrinés pas pour aller acheter une baguette de pain. Donc, pour faire un rappel au principe de la réalité, il faut que la loi judiciaire ait un rôle, parce qu'on est dans le rapport à la loi. Je veux dire, ces gamins sont quand même partis en recherche de toute puissance, la toute puissance divine, c'est je suis Dieu, c'est je fuis le monde, mais parce que je passe par le divin. Donc la loi judiciaire, la loi des hommes ici-bas, a un rôle à jouer évident. Comment doser le côté cocooning, c'est-à-dire il vient de quitter un groupe en fusion où il pensait ressentir les mêmes émotions, avoir les mêmes sentiments, où il pensait être le même que ceux du groupe. Donc il faut qu'on comble le trou dans lequel il va se retrouver s'il arrive à en sortir et qu'on refasse un cocon autour de lui. Mais il faut aussi qu'on fasse frapper la loi pour qu'il y ait un rappel à la réalité et qu'il y ait une conscience de ici-bas et des conséquences que ça peut avoir. Donc pour le moment, je crois que les juges, tout comme les gens comme moi qui travaillent sur le sujet, sont en train de tâtonner
pour réfléchir au bon dosage, sachant que le tout répressif ne serait pas, à mon avis, satisfaisant, mais le tout cocooning ne serait pas satisfaisant non plus, et qu'il va falloir y travailler un petit peu sérieusement. Pour moi, la grande difficulté, je pense qu'on a perdu énormément de temps. Ça fait plusieurs années que je dis l'amalgame profite aux radicaux, parce qu'on ne sait pas diagnostiquer. Les familles ont perdu beaucoup de temps. Quand elles allaient voir la police pendant très longtemps, on leur a dit on ne peut rien faire pour vous. Votre enfant est devenu musulman. Pourquoi vous ne l'acceptez pas? Donc là, d'entendre dans les médias que non, se mettre en rupture scolaire, c'est pas l'islam. Rompre avec ses parents, c'est pas l'islam. Refuser de fréquenter des gens pas comme soi, c'est pas l'islam. Aller se faire auto-exploser, c'est pas l'islam. Exploser les autres, c'est pas l'islam. Et ça a énormément libéré. C'est-à-dire qu'il y a énormément de parents qui appellent et qui disent c'est bien ce que je pensais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais mon enfant est dans cette situation. Est-ce que je dois aller au commissariat? Est-ce que je peux porter plainte pour enfance en danger? Et enfin, depuis 2 semaines, les travailleurs sociaux, pareil, ne répondent pas mais votre enfant est devenu musulman, acceptez-le. Et ça y est, la machine s'est mise en place. Les associations habituées aux sorties de secte se connectent, demandent à se mettre en réseau, commencent à récupérer les familles. Les policiers entendent les parents, prennent les plaintes. Voilà, il y a un gros tournant qui s'est fait en 15 jours en France. C'est un petit peu les éléments que je peux partager avec vous. Je ne sais pas du tout si c'est en écho avec ce que vous pouvez rencontrer à l'étranger, mais voilà, dans le contexte français de ma place en France, c'est un petit peu ces éléments que je peux partager pour le moment. Je suis à votre disposition pour approfondir certains thèmes. Vous avez déjà été menacé? Est-ce que vous avez eu des insultes ou autres compte tenu de ce que vous faites? Et deuxièmement, est-ce que vous avez étudié un certain nombre de jeunes qui sont rentrés en France et qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils sont récupérables ou est-ce que ça fait des... Excusez-moi de l'expression chirurgicale, mais est-ce que ça fait des micro-abcès de radicalisation qui peuvent entraîner d'autres jeunes? J'ai quitté Paris parce que j'ai été agressée, mais alors c'était pas des radicaux musulmans, c'était des gens qui ont affiché, qui m'ont suivi, qui ont affiché des choses sur mon domicile et mes véhicules en disant, en m'attaquant sur le fait que j'étais musulmane. Et qui m'ont dit tu vas payer. Au moment où je me battais pour faire la loi sur le niqab, c'est-à-dire que j'avais fait une tribune dans Le Monde qui s'appelait refuser le niqab, c'est respecter l'islam. Et donc ça dérange beaucoup de gens finalement, parce que ça dérange aussi des militants extrémistes anti-musulmans qui ne veulent pas qu'on sépare l'islam radical de l'islam. Et du coup, eux aussi, en tout cas, moi, c'est eux qui m'ont fait peur. Et du coup, j'ai quitté Paris pour cette raison. Ceci dit, si des radicaux me croisaient dans le métro, je pense qu'ils ne seraient pas plus tendres. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai quand même, depuis la sortie du livre, là, depuis 3 semaines, j'ai beaucoup été touchée de réactions très chaudes de beaucoup de musulmans qui ont vraiment exprimé une libération, qui ont vraiment dit mais qu'est-ce qu'on en avait marre d'entendre ces trucs archaïques, ces gens archaïques parler au nom de notre religion. On avait l'impression qu'à chaque fois qu'on allait les dénoncer, on allait donner des armes pour faire le procès de l'islam, on ne savait pas comment nommer les choses. Donc c'est aussi vécu par la majorité. J'ai l'impression que la majorité silencieuse là dit ouf. Alors évidemment, les sites radicaux me font bon, mais c'est de bonne guerre. Ça m'inquiéterait que les sites radicaux fassent la publicité de mon livre. Bon, ça c'est normal. Les jeunes qui rentrent, on n'en a pas suivi énormément. Moi, avec les équipes de travailleurs sociaux, on a pour le moment 2 types de figures. Le jeune qui disparaît complètement, comme s'il était parti sous terre, c'est-à-dire qu'il n'est même plus en rupture, il est invisible. Donc ça, c'est le type qui nous inquiète, parce qu'on se dit rien n'est traité, le gamin il est en rupture, est-ce qu'il cherche à repartir, est-ce qu'il se fait discret pour échapper aux surveillances policières, et on n'a plus de contact du tout. Donc ça, c'est le cas qui nous inquiète. Et puis on a l'autre cas
L'autre cas où justement il y a eu quelque chose du principe de la réalité, il y a une lumière qui a jailli, le gamin se remet à penser, et là, au contraire, on active tous les réseaux pour qu'il retrouve une place, pour qu'on refasse le travail de restructuration. Et dans ces cas-là, c'est surtout les parents qu'il faut soutenir, hein, parce que les parents se culpabilisent, les parents doutent d'eux, les parents n'ont plus confiance en leur éducation. Donc on va beaucoup travailler pour renarcissiser les parents. Jusque-là, ceux-là reprennent leur vie et peut-être même seront plus forts que d'autres une fois que... Alors, ce n'est pas forcément des jeunes qui sont beaucoup partis. On n'a pas beaucoup de jeunes qui sont partis à l'étranger et qui sont revenus vivants. Hein. Faut être clair. Hein. On n'en a pas énormément encore. Les jeunes femmes ne meurent pas forcément auto-explosées. Les jeunes femmes peuvent mourir en couche, puisque quand elles sont mariées... le discours de l'islam radical, si vous voulez, on peut reprocher aux religions monothéistes d'avoir réduit le rôle des femmes au rôle de mère. Hein, bon, ça, je crois que c'est un grand classique. Mais enfin, dans la religion musulmane, la mère a une place, la mère a un rôle. C'est même, bon, les musulmans disent, c'est le 6e pilier de l'islam, la mère. Hein, le paradis est au pied de ta mère. Bon. Le discours de l'islam radical a quand même réussi la prouesse, et j'y consacre 2 chapitres, de déshumaniser les femmes, c'est-à-dire que les femmes ne sont plus les semblables des hommes, elles sont considérées comme un ennemi de l'intérieur, elles sont un accessoire, donc il n'est pas utile, c'est même plus la femme qui fait un enfant grâce à Dieu, c'est Dieu qui fait un enfant en passant par l'enveloppe morte de la femme, donc ça enlève le rôle de la mère, et du coup on a beaucoup de jeunes femmes qui meurent en couche, parce qu'ils refusent d'appeler le moindre docteur et que les femmes accouchent seules. J'ai aussi ce type de décès à supporter, hein, tout à fait. Je voulais savoir si vous aviez un conseil à donner. Je suis interpellée par votre phrase « refuser le niqab, c'est respecter l'islam ». Moi, je suis sage-femme et il y a 4 jours, en salle de naissance, une femme est arrivée niqabée, comme vous dites. On apercevait à peine la fente des yeux. Jusqu'à la salle d'accouchement, elle est ressortie 2 heures après l'accouchement, le bébé dans les bras, et de nouveau entièrement niqabé. Donc c'est vrai que l'attitude de l'équipe a été de ne pas heurter, de respecter. Nous devons être laïcs, mais nous respectons les religions. Peut-être qu'il y aurait eu quelque chose à faire, parce qu'évidemment, elle a passé quelques mois à venir en consultation chez nous, et à chaque fois, en effet, c'est invisible. C'était ne pas regarder pour ne pas intervenir. Si vous aviez un conseil. Comme les personnes ont été conditionnées à présenter ça comme une simple application de la religion, je pars du principe que forcément l'interlocuteur doit s'étonner. Pour ne pas valider ça comme quelque chose de normal. Et que c'est pour ça que je dis être choqué. C'est-à-dire que, alors c'est difficile de donner des recettes. Ça peut être une discussion, ça peut être une plaisanterie, ça peut être une agression verbale, ça peut être... Mais l'idée, c'est de montrer à la personne ah ben dis donc, qu'est-ce que je suis étonnée. Ah ben dis donc, ta religion te demande ça, de te mettre un drap sur toi, mais qu'est-ce que c'est étonnant. Ah ben qu'est-ce que ça m'étonne, qu'est-ce que ça m'interpelle. Mais tu es où, tu existes où. Bon, je dis pas que ce sera miraculeux, mais au moins on aura tenté. En plus de ça, aujourd'hui, vous êtes dans un contexte où la loi lui interdit. Donc, elle vient à l'hôpital en bafouant la loi. Donc, elle vient à l'hôpital dans une institution publique, c'est ça ? Dans une institution publique, en disant « je suis au-dessus de la loi ». Donc, c'est vrai que dans les séances qui précédaient, au moment de l'accouchement, on va effectivement se concentrer sur l'accouchement, mais dans les séances qui précédaient, il y avait aussi peut-être un rappel à la loi qu'on aurait pu faire, mais est-ce que c'est au médecin ? Enfin, c'est compliqué de la place d'une équipe soignante, je sais bien. En même temps, c'est un moment d'intimité qui peut permettre de faire du lien en passant par un autre endroit que le religieux. Ça se tente. Moi, je pense que ça se tente. En tout cas, je pense que si on ne tente rien, on devient complice, puisque vous voyez, la loi a été votée, elle continue à porter son drap comme si c'était sa religion, et finalement, l'équipe a eu l'impression qu'elle serait islamophobe si elle réagissait. On est tout le temps là-dedans.
avec deux questions. Dans une secte, il n'y a pas forcément de religion. Vous nous avez dit ils deviennent musulmans en 3 mois. C'est-à-dire, ce ne sont pas des musulmans, ils ne connaissent rien, hein, ils ont à peine lu ou ne lisent pas l'arabe. Et puis, deuxièmement, ce qui me paraît encore plus important, dans une secte, il y a toujours un gourou. Alors, ma question est la suivante. Qui mène le jeu? Qui est à la tête de cette dérive islamique? Oui, c'est une bonne question. Alors c'est vrai qu'en général, je dis que l'islam radical utilise les techniques des dérives sectaires avec les effets et les étapes d'emprise mentale, parce que ça c'est clair. La question du gourou absent, virtuel, c'est the question. C'est-à-dire que c'est aussi le problème de la police, c'est-à-dire est-ce qu'on détruit les sites internet et on n'arrive pas à remonter, ou est-ce qu'on les laisse pour le moment? Parce que quand même, sur les sites musulmans, c'est assez hallucinant. Hein. Je sais pas, 97% des sites musulmans sont des sites radicaux. Enfin, c'est impressionnant. Moi, j'ai pris la peau de 4 personnages fictifs pour faire mon livre, pour perfectionner mes données. Donc, je suis rentrée femme divorcée, femme mariée, homme divorcé, homme marié. Donc, 4 personnages fictifs. Et donc, c'est très compliqué. L'impression que vous avez quand vous rentrez dans ces sites, c'est que le groupe est le gourou déjà. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'exaltation de groupe qui est tellement puissante que d'emblée, vous avez le sentiment que c'est... Enfin, vous avez un peu l'impression qu'ils s'auto-endoctrinent, pas au sens qu'il n'y a personne. Je sais bien qu'il y a des gens très pointus derrière, parce que pour arriver à mélanger les techniques modernes, les techniques des dérives sectaires et l'islam politique, il faut déjà... c'est pas rien. Moi, ça m'a demandé 3 ans d'études, donc juste à déconstruire, donc à monter, c'est pas rien. Mais je suis pas en train de dire qu'il y a personne derrière, mais si vous voulez, je suis incapable de répondre à votre question, c'est la mienne aujourd'hui. C'est-à-dire, j'aimerais bien... est-ce que c'est du côté, est-ce que c'est à l'étranger, est-ce que c'est un groupuscule transnational, est-ce que c'est des gens qui sont partout? Là, j'ai des mamans qui commencent à me dire, mais ma fille, on lui donnait tout le temps un téléphone portable, il y avait des gens physiquement en France, donc il y a aussi des choses en France qui s'organisent et qui sont liées à ces réseaux, c'est pas que virtuel. Bon, donc on piétine là-dessus, on avance tout doucement, mais vous savez, ça fait que 2 semaines qu'on a pris conscience de tout ça. Hein. Donc, c'est allé très vite. Là, on en est au point où les gens parlent, ce qui est déjà pas mal, et où les gens sont écoutés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était compliqué, puisqu'avant, ils n'étaient pas écoutés. Donc là, au moins, on met des mots sur les choses, et on va voir ce que ça nous donne. Tout à l'heure, on vous avait dit quelques mots sur l'Afghanistan, où nous sommes depuis de nombreuses années. Et il y a Régis Cochet, qui est un ancien ambassadeur de France à Kaboul, qui pourrait peut-être nous donner son avis. On a parlé de la Syrie, on est également en Irak. Lorsque vous êtes... je prends l'exemple de l'Afghanistan, que je connais un peu mieux. On identifie le cheminement. On identifie les talibans, les zones tribales, les flux financiers, les façons d'être, les façons de faire. Mais lorsque Gonzague pose la question, on ne peut pas s'empêcher, pour arriver à manipuler comme ça des jeunes, il y a d'abord une construction intellectuelle. Elle passe par des sites. Il y a des flux financiers, parce que j'imagine qu'ils ne trouvent pas un billet d'avion comme ça pour les accueillir. Et la chaîne de l'Espoir, qui envoie beaucoup de monde à l'étranger, c'est ce que c'est que la logistique. Ils sont accueillis. Il y a, j'imagine, soit probablement en Turquie, je pense qu'ils passent par la Turquie, ou peut-être par Tripoli. Tout ça demande je veux dire, du lourd, du concret. Et c'est là où on est dans quelque chose qui est très abstrait, mais au total, il y a quand même un bras armé. Parce qu'effectivement, la Syrie est beaucoup plus facile. C'est pour ça qu'on en parle autant. C'est qu'on a un nombre de quantité de jeunes qui partent, parce que la Syrie est facile d'accès par la Turquie. Or, le gamin, il a pris la carte bleue de son père pendant qu'il n'était pas là. Il a pris 2 billets pour la Turquie. Ça s'est passé comme ça. Donc, apparemment, il a été pris en charge une fois qu'il est arrivé en Turquie. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, là, je commence à avoir des témoignages qui arrivent, qui sont très récents, où il y aurait des réseaux en France, puisqu'il y aurait, par exemple, un téléphone portable que la mère récupère des numéros, etc., qui est remplacé. Donc,
un moyen de communication indépendant qui permet de communiquer avec le jeune. Et là, c'est forcément donné sur le territoire. Et j'ai une famille qui a déménagé, qui est passée d'un arrondissement à un autre pour fuir ce début d'emprise qu'elle voyait arriver. Et immédiatement, la gamine a été prise dans l'arrondissement qui était à l'opposé du premier. Donc, bon, oui. Mais là-dessus, vous connaissez aussi la difficulté de la police. C'est qu'il faut que les personnes se mettent en tort, parce que l'horreur, c'est de les arrêter et qu'elles ne soient pas jugées. Donc évidemment, c'est aussi ce qu'on explique aux parents, c'est que, ok, ils ont récupéré des noms, ils ont identifié des personnes, maintenant, la police, elle fait son travail, c'est-à-dire qu'elle attend qu'ils se mettent en tort de façon quantifiable pour pouvoir mettre la main dessus et surtout pas les relâcher. Hein. Donc c'est compliqué pour les parents. La notion qui reste pour moi assez floue entre islam radical, ce qui suppose qu'il y ait par ailleurs un islam non radical. Et je suis troublé de constater que cet islam non radical ne se manifeste pas. D'abord, il ne se manifeste guère dans les régions où l'islam est majoritaire, puisque à peu près partout, il y a introduction de la religion dans le système politique, ou en tout cas dans les règles de vie sociale. Et même dans les pays où l'islam n'est pas majoritaire, il y a bel et bien intervention de l'islam dans les usages de la vie, fût-il en contradiction avec les règles établies dans le pays. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est que je n'entends pas, en dehors de la vôtre, madame, et nous vous en remercions, je n'entends pas beaucoup de voix de l'islam non radical. Ce qui fait que je me finis par me demander de quoi c'est le nom, l'islam modéré ou l'islam non radical. C'est-à-dire qu'au début, si vous prenez le catholicisme, bon, c'est Jésus, parole d'amour, c'est l'interdiction de la violence, l'interdiction de faire la guerre. Et puis, les théologiens se mettent en quatre pour limiter le principe de violence au self-défense dans un contexte très strict et interdit l'utilisation de la violence. Au moment où le catholicisme devient religion d'État, tout le monde s'assoit sur ce qu'ont construit les théologiens et on a les inquisitions et les croisades avec les massacres et les tortures. En islam, on a à peu près la même chose, c'est-à-dire que pendant tout le temps du début de l'islam à la Mecque, le prophète n'a pas d'armée, ne conçoit pas d'armée, n'est pas dans la violence, subit les persécutions des autres Arabes. Quand il arrive à Médine, contrairement à ce que les islamistes essayent de faire croire, et les islamophobes aussi, il ne va pas à Médine pour construire un État musulman, hein. Il va à Médine pour fuir les persécutions, et il construit ce qu'on appelle la constitution de Médine, que vous d'ailleurs vous trouvez encore sur Internet, qui est retracée sur Internet, qui est une constitution d'alliance avec les tribus juives et les tribus païennes qu'il trouve à Médine, où il n'y a pas une religion d'État au départ. Ce n'est pas un État musulman. Et puis toutes ces tribus se disputent, sont en désaccord, et là, à ce moment-là, il décide, Médine sera un État musulman, et il fait de l'islam la religion d'État, et vous avez tous les versets de la violence qui sont à ce moment-là. Voilà. Depuis, le gros problème de l'islam, et c'est à ça que vous faites allusion, moi j'ai défini la radicalité par l'effet sur le jeune en termes d'exclusion et de rupture sociétale en France, mais vous faites allusion au fait qu'il y a un mélange entre politique et religion, et que de toute façon, tant qu'il n'y aura pas de laïcité, tant qu'il n'y aura pas une séparation entre les pouvoirs, entre l'islam dans les pays musulmans, je ne vois pas comment ça pourra devenir démocratique et tolérant pour toutes les libertés de conscience. Et il me paraît évident que l'islam doit passer par une séparation. Simplement, il a 700 ans de moins, je vous le rappelle. Il est dans un contexte historique où ce n'est pas les mêmes donnes, où justement il y a Internet et la mondialisation, ce qui ne facilite pas les choses. Les chrétiens ont fait ça sur des centaines d'années. Hein, quand on leur dit, ils disent « ouf, et encore plus longtemps ». Qu'est-ce que c'est être chrétien dans une société où Dieu ne fait plus les lois ?
Ça a donné à des débats et des débats, la scission entre la CFTC et la CFDT, ceux qui disaient on va s'occuper de la société en tant que chrétien, et les autres qui disaient non, en chrétien, on se mélange avec les autres, on met plus l'appartenance, l'identification à Jésus en avant, on le fait en tant que Français. Ils se sont engueulés pendant combien de temps? Ils s'engueulent encore. En plus, c'est un débat qui est en train de revenir, alors qu'on croyait que c'était rangé, réglé, que voilà, il n'y aurait plus de soucis avec la référence religieuse chez les chrétiens. C'est pas aussi évident que ça, tout d'un coup. Donc, les musulmans qui l'ont jamais vécu, moi, j'espérais, dans les pays laïques, démocratiques, j'ai beaucoup cru dans la rencontre. C'est pour ça que j'ai commencé en disant j'ai beaucoup cru dans la rencontre entre la culture française et ces jeunes musulmans, parce qu'au départ, quand je faisais mes premières études, ils comprenaient d'abord que les pays musulmans disaient n'importe quoi sur la laïcité, que la laïcité, c'était pas combattre les religions, c'était juste instaurer un système juridique où chacun a sa liberté qui s'arrête ou commence celle de l'autre, où il n'y ait pas de vision du monde supérieur qui s'impose, où chacun a le droit de penser comme il veut, de croire, de pas croire, de croire ce qu'il veut. Et quand ils ont découvert ça, il y avait tout un travail qui commençait à s'engendrer justement sur le modèle, j'ai envie de dire, des démocrates chrétiens qui ont fait aussi cette analyse de séparation. Et là, le fait que l'islam radical ait pris cette ampleur à l'étranger, mais aussi dans nos pays européens, je pense que c'est un échec. Pour moi, il y avait un pays qui pouvait se protéger de l'islam radical, c'était la France. Parce qu'on n'a pas un système communautariste, parce qu'on a un système de citoyens universels. Les Anglais, dans l'histoire que vous citiez sur la niqabée, ça a été le seul pays, par exemple, où ils ont accepté de faire une opération chirurgicale sur une burqanée. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de l'opérer sans regarder ses ongles et sans regarder ses yeux. Pour moi, ça, c'est un principe absolument inacceptable. C'est comme quand ils autorisent les Sikhs à rouler sans casque avec les mobylettes. Enfin, je veux dire, c'est un concept inconcevable pour un Français. C'est-à-dire toute vie humaine se respecte au même niveau. Jamais un docteur en France aurait accepté d'opérer à l'aveuglette une niqabée sans regarder ses signes de réveil. Bon, donc pour moi, on avait les principes philosophiques, le mélange humain, la conception du citoyen universel qui nous permettait de lutter contre cet islam radical. Et je pense vraiment que ce qui nous a porté tort, c'est de ne pas savoir. Je pense qu'on a validé les radicaux comme de simples musulmans et qu'on a pris toute notre énergie à faire de la suspicion envers les musulmans pratiquants et qu'on a à peu près fait le contraire de ce qu'on aurait dû faire, droite et gauche réunis. Je mets tout le monde dans le même panier. Je pense que la politique a été mauvaise sur cet aspect-là. Et je pense qu'on a vraiment eu un laxisme sur le diagnostic. Bon, ce que je voulais vous dire à propos des pays démocratiques et musulmans et ici on connaît beaucoup certains pays, donc le Sénégal, le Mali, la Guinée. Enfin, moi, j'ai eu des accueils chez moi d'assez grands qui ont pu me transmettre beaucoup de choses de l'islam. Ils sont extrêmement tolérants. Ils ont, vous savez bien qu'ils ont leurs écoles coraniques avant d'aller à l'école, mais ils ont appris beaucoup de choses sur leur religion. En tout cas, ce que je peux dire de ce que j'ai conclu, moi, de ce qu'ils m'ont appris, c'est que selon eux, la djihad, j'ai entendu aussi par des conférenciers comme vous, la djihad, ce n'est pas une guerre, c'est une victoire sur soi. Voilà ce que j'ai appris d'eux. Oui. Le djihad est un terme employé par l'islam radical qui n'existe pas non plus. Le Coran emploie se battre quand il y a une histoire de bataille. C'est pareil, c'est un terme qui a été sacralisé comme le niqab. Mais voyez qu'on a repris dans le langage courant. C'est-à-dire que tous les journalistes aujourd'hui parlent de djihad au lieu de parler de terrorisme au nom de l'islam. Moi, je préférais qu'on parle de terrorisme au prétexte en instrumentalisant l'islam que de prendre un terme djihad comme si le djihad, c'était une notion musulmane, alors qu'effectivement, la seule fois où le Coran emploie le mot djihad, c'est pour désigner l'effort sur soi, c'est-à-dire respecter son éthique, pas se laisser aller à être jaloux, à vouloir faire du mal aux gens, etc. C'est ce terme-là, le djihad. Mais maintenant, j'en suis... Vous voyez, même moi, je viens à vous et j'oublie de vous préciser cette base, tellement toute la journée, j'entends les journalistes dire « Bon, ceux qui partent faire le djihad en Syrie ». Alors, je rectifie le langage sur convertis. Je dis non, ce n'est pas des convertis, c'est des endoctrinés.
C'est pas de la religion, c'est de la dérive sectaire radicale. C'est pas de l'islam, c'est de l'islam radical. C'est de l'endoctrinement. Voilà. Jusque-là, je corrige. Et puis, vous voyez, je laisse passer djihad. C'est-à-dire, petit à petit, on glisse. Et nous aussi, on valide progressivement. Donc, ils arrivent à gagner symboliquement. Vous voyez, même les musulmans qui travaillent dedans comme moi en oublient de rectifier certaines notions de base. Et ça, cet oubli de rectification, ça leur donne du pouvoir, puisque c'est eux qui définissent les choses. C'est un très bon exemple que vous avez récupéré. Avez-vous, bien sûr, consulté des psys d'adolescents? Parce qu'on peut trouver des similitudes avec des engagements dans des sectes religieuses chrétiennes, etc., aux États-Unis en particulier. Est-ce que vous les avez interrogés sur la démarche, sur l'origine, sur même le traitement? On a une réunion de 5 heures demain avec l'UNADFI, qui sont vraiment les spécialistes de l'accompagnement aux familles, du diagnostic, du repérage et du soutien aux familles et de la sortie de secte, avec des psychiatres et des psychologues spécialisés. Et c'est eux qui m'ont appelé en me disant « Ce livre est aussi une libération pour nous parce que ça n'a pas la même démonstration culturelle que pour les dérives chrétiennes. Et on était un peu perdus entre l'islam politique, entre la dérive et l'islam. On avait peur de faire pire que mieux. Quand des familles arrivent, on ne sait pas trop si c'est eux qui ne supportent pas que leur enfant soit devenu musulman ou si vraiment il y a danger. Bon. Donc on a une réunion de 5 heures, on compte monter une association qui se rattache à eux, on compte monter des permanences dans les villes comme eux l'ont fait jusqu'à maintenant. Ils ont fait vraiment un travail énorme. C'est Alain Vivien qui a été à l'origine de tout ça. Ils avaient travaillé pour cette reconnaissance des indices, que je reprends dans le livre d'ailleurs, hein, du rapport parlementaire. Donc oui, c'est ça l'étape suivante, tout à fait. Moi, j'ai envie de recentrer la question sur le contexte franco-français. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en France, le crime profite aussi? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une vraie volonté politique de désamorcer l'islam radical? Est-ce que, vous avez dit tout à l'heure, ni la droite ni la gauche n'ont été bons? Est-ce que c'est faute d'être bon? Est-ce qu'il y a vraiment eu la volonté? Est-ce que ça a pu rendre service? Voilà, où est-ce que vous en êtes? Vous avez été engagé politiquement dans une instance. Voilà, aujourd'hui, vous l'avez quitté. Où est-ce que vous en êtes? Et je ne sais pas vous expliquer pourquoi, même du temps de la commission du NICAB, je ne sais pas répondre à votre question parce que c'est ma question. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas au moins ce travail d'indicateur. Vous voyez, j'en suis même pas à combattre l'islam radical. J'en suis à déjà travailler sur les indicateurs et dire... Ça, là, il y a danger, là, il y a liberté. C'est quand même pas très compliqué. Et même ça, pour le moment, c'est pas enclenché. C'est pour ça que je monte une association et je travaille avec l'UNAD, parce que finalement, je me dis, il faut peut-être que ça passe par les citoyens avant que le gouvernement s'en empare. En même temps, l'UNADFI m'a un peu rassurée quand ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, vous savez, nous, on s'est battu 20 ans pour qu'il y ait le rapport parlementaire, les indices sectaires, tout le monde se fichait de ces enfants qui étaient enlevés, mis aux quatre coins du monde au nom de Jésus-Christ. Les enfants étaient, les gens accouchés, on leur enlevait leurs bébés, on les sacrifiait, etc. Il a fallu les milliers de gens qui se sont autosuicidés pour le temple le temple du soleil. Et c'est à ce moment-là que finalement les parlementaires ont accepté de se saisir et qu'il y a eu le fameux travail d'Alain Vivien. Donc elles m'ont un peu rassurée en me disant, écoutez, on a 15 ans de plus que vous, on a bagarré 20 ans avant qu'il y ait une reconnaissance politique, donc ne perdez pas espoir, on va aller plus vite pour vos dérives à vous, mais ça demande du temps. Au début, les gens... Alors, bon, moi j'ai quand même une question, je pense que c'est aussi la vôtre, c'est est-ce qu'il n'y a pas un lien avec les relations politiques avec l'Arabie Saoudite ? Parce que, évidemment, voilà, ça commence quand vous avez la gauche et la droite qui font la sourde oreille sur un problème aussi grave qui est en train de casser la cohésion sociale de la société, qui fait, en plus, on voit bien que c'est ça profite qu'au Front National, clairement, on voit bien que ça profitera... Donc, je me pose la question aussi. Vous avez souligné qu'il est difficile pour les pays islamiques de faire la différence entre la laïcité et la religion. Tous les pays musulmans que je connais ne la font pas. Sauf, on a un embryon d'histoire dans ce domaine-là où la Tunisie vient de reconnaître l'égalité homme-femme
Et la religion, enfin, dans la nouvelle constitution, d'après ce que j'ai lu, ils disent qu'il n'y a pas de religion d'État. Ils sont des musulmans, mais sans religion d'État. C'est la religion majoritaire. La religion majoritaire, oui. Est-ce que vous croyez que ça peut, d'une part, évoluer positivement? Moi, j'ai tendance à y croire. Je connais un peu la Tunisie, je connais même bien la Tunisie, et je ne sais pas si je m'auto-suggestionne là-dessus, mais j'ai envie d'y croire. Et si la Tunisie est capable de mettre ce système en place, est-ce que vous croyez que ça aidera une solution du problème plus global? J'ai envie de croire à la Tunisie parce que d'abord, les grands penseurs musulmans qui ont fait le travail théorique de séparation et des Lumières ont énormément été tunisiens, l'ont été grâce à Bourguiba, enfin je veux dire même au niveau de l'historicisation des textes. S'il y a bien un pays où les penseurs musulmans ont commencé à historiser les textes, à dire ok, même le Coran est parole divine, mais l'interprétation est toujours humaine, l'interprétation est toujours un produit de l'expérimentation au monde. La polygamie, c'était magnifique ce qu'avait fait la Tunisie comme exemple, de dire certes, Dieu, à l'époque des guerres, dit que pour sauver les orphelins, on peut prendre 3 ou 4 femmes, mais que pour prendre 3 ou 4 femmes, il faut être juste avec chacune d'entre elles, et ensuite il dit qu'on ne peut pas être juste avec chacune d'entre elles. Donc, au nom du respect de l'islam, ce qui était sacré, c'était la volonté divine de protéger les veuves et les orphelins. Grâce à Dieu, on a inventé les allocations veuvage. Donc, pour être fidèle à l'islam, on interdit la polygamie au nom d'Allah. Moi, je trouvais ça absolument génial. Je trouvais que c'était une bonne façon de faire évoluer les religions. C'était vraiment historiciser les textes et faire avancer les... Et ça, c'était la Tunisie. Et tous nos livres de lumière de l'islam, je ne vais pas dire l'islam modéré, parce que pour moi, les modérés sont les terroristes. Ce n'est pas des musulmans pour moi. Donc, tous les musulmans des Lumières étaient tunisiens. Donc, le passage là, par la radicalité qu'on a vue à terroriser tout le monde... c'était quand même le fait que les partis politiques n'étaient pas prêts. Bon, apparemment, ils se sont rattrapés. Oui, j'ai envie d'y croire. Est-ce que ce sera un exemple? En tout cas, ça peut faire que du bien dans le monde musulman de voir qu'on peut être à la fois musulman et ne pas avoir une religion d'État et ne pas faire la politique au nom de Dieu. Ça ne peut être qu'un rayon de lumière dans l'obscurité qui est quand même forte. Merci infiniment. Je vous demanderai au nom de nous tous de ne pas perdre espoir et de continuer. Et pour continuer avec votre propos, je vous inviterai le lundi 3 mars. Je pense que ça vous intéressera beaucoup parce qu'Antoine Bazbouz sera parmi nous. Probablement certains se souviennent qu'on l'avait reçu il y a 3 ans. Et le sujet sera 3 ans après les tsunamis arabes. Quel bilan? Et vous vous souvenez, c'était une soirée assez extraordinaire où il nous avait fait, on était en pleine le début de la révolution arabe, la Tunisie, entre guillemets, venait de tomber, c'était l'Égypte qui commençait, et il y avait Éric Chevalier qui était là, il y avait eu ce débat sur le verrou syrien. Et donc, il avait très bien anticipé le drame à venir, et je pense que ça sera un grand moment de revoir Antoine, et vous savez que Antoine est le directeur de l'Observatoire des pays arabes et je crois que ce sera un moment très important. Alors bien sûr, nous n'avons pas respecté l'alternative médecine géopolitique, mais les événements sont tels que ça nous semblait très important et en plus on a la chance de l'avoir de nouveau. Et Dounia, vous serez le bienvenu et surtout ne perdez pas espoir. Merci encore.